les défis de l'accès aux soins de santé de qualité, de la prise en charge des patients, de la disponibilité du personnel soignant et de celle des médicaments sont autant de problèmes qui mettent à l'épreuve la résilience de notre système de santé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sénaléa Glago, bonsoir. Bonsoir à vous, Pisse Mouillon. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs, à nos internautes, à toutes ces personnes qui nous reçoivent sur Culture Radio, Culture TV. Alors, politique sanitaire au Bénin, au-delà des réformes, quid de l'accès aux soins de santé par les populations, c'est la thématique du jour. Et nous avons deux invités, l'un au téléphone, M. Adrien Roussa, et sur ce plateau, M. Ernest Gbagidi. Ils sont tous deux des acteurs du système sanitaire. Grâce à eux, nous allons mieux comprendre les enjeux donc des réformes sanitaires dans notre pays. Et la première question, ce sera M. Gbagidi. M. Gbagidi, bonsoir. Bonsoir, mesdames les journalistes. Vous allez bien? Très bien, ça va. D'accord. Plusieurs réformes dans le secteur de la santé, mais aujourd'hui, par rapport à la vie des populations, comment évaluez-vous la qualité des soins aux populations au Bénin? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes à mi-chemin quand vous parlez de réforme, puisque la réforme n'est pas achevée. Une réforme, c'est tout un processus. C'est vrai que quand on parle de système sanitaire au Bénin, il y a le secteur public qui reçoit le mandat de l'État pour accompagner, le secteur privé du moins, qui reçoit un mandat pour accompagner le secteur public. Mais ce qui intéresse le plus et qui est de droit, c'est tout ce que le pouvoir public met en place pour assurer, pour aider à accompagner les populations dans la prise en charge sanitaire. Et nous avons connu pendant plusieurs années certains dysfonctionnements dans ce secteur en termes d'organisation, où il y a des formations sanitaires qui n'étaient pas aux normes, il y a des insuffisances du personnel, je veux parler de ressources humaines, il y a au niveau du plateau technique certaines défaillances qu'on constate. Au niveau de l'accessibilité géographique, il y a aussi quelques soucis, quoique le mécanisme d'installation des zones sanitaires a permis quand même de régler le problème. Il y a aussi maintenant, en termes de gestion de soins, les soucis, les difficultés que les populations rencontrent lorsqu'elles se présentent dans des formations sanitaires. Il y a le secteur privé avec l'installation des cabinets et des cliniques non autorisés. Il y a la problématique des médicaments qui sont les intrants utilisés dans ce secteur. Donc c'est un ensemble de choses qu'il fallait revoir. Il faut avouer que l'avènement du gouvernement de la rupture a abordé la question en commençant par le secteur pharmaceutique, où il y a quand même assez d'évolution. Maintenant, la prise en charge désormais, où au niveau du secteur privé, on a nettoyé un peu l'écurie, puisque les indélicats qui essayaient de créer assez de tort aux populations dans des conditions peu recommandables, la plupart d'entre eux ont été vraiment suspendus. Et au niveau de l'État, la réforme a continué. Mais on ne peut pas dire que tout est encore rose. Tout n'est pas encore rose. L'État devrait quand même continuer de faire assez d'efforts pour offrir l'infrastructure, le plateau technique, les ressources humaines et l'organisation des soins pour que ces soins soient des soins de qualité. Alors, c'est l'autre défi que nous aurons à relever. Ok. Alors, Monsieur Adrien Roussa, ma question est pour vous. Sinon, dans cette effervescence de réformes et tout, il y a plusieurs agences spécialisées en santé avec des objectifs bien précis. Nous avons désormais au Bénin une autorité de régulation de santé aux ordres des politiques, mais selon vous, pour quelles réelles efficacités? Oui, merci beaucoup, madame. Je fais un clin d'œil à M. Gbagidi et pour dire que je vous remercie de m'avoir invité à cette séance d'entretien. Mais ce serait un tout petit peu que je puisse rester dans
une certaine logique qui n'est pas, qui ne sera pas de faire un plaidoyer sur le système ou de parler sur le système, mais d'aller dans le fond du système. La mission du ministère de la Santé, combien d'agents de santé qui exercent la profession connaissent quelle est la mission du ministère de la Santé, point d'interrogation. Et c'est à cette pédagogie-là que je voudrais m'inviter pour dire à ceux qui nous écoutent que la mission du ministère de la Santé, c'est d'exécuter les services et les soins de qualité à des coûts accessibles à toutes les couches de la population. C'est-à-dire, non seulement le ministère de la Santé est là pour donner les soins, mais pour assurer les services de soins aux populations et que le coût de ces différentes prestations-là soit accessible à toutes les couches de la population. Est-ce que, par rapport à cette définition, le ministère, je ne nomme pas le ministre qui est là, ce n'est pas Gendex le ministre qui est là, et je fais la remarque que je ne défends pas les hommes qui animent les différents secteurs, mais j'agis sur le système. Parce que tant qu'on n'aurait pas réfléchi sur le système, on ne pourra pas faire des propositions de correction du système qui sera accessible. Monsieur Roussa, le département ministériel de santé s'occupe de la coordination de la politique sanitaire au Bénin. Alors, je suis sûre que c'est pour plus d'efficacité qu'il y a de plus en plus des agences avec des objectifs précis, qu'il y a une autorité de régulation de la santé et tout. Est-ce qu'avec ces instruments-là, vous pensez qu'il y a une plus-value dans l'amélioration des soins donnés aux populations? Bon, en tant qu'universitaire, je voudrais me permettre de dire que les structures existent pour rendre fluide et fonctionnel le système dans lequel nous sommes. Mais tel que le système est au jour d'aujourd'hui, ou bien sinon aujourd'hui, tout le budget de l'État peut être mis à disposition du système de santé au Bénin, ça ne donnera pas les résultats escomptés. Je m'explique. Premièrement, les agents formés pour donner les soins, pour la plupart, ne savent pas les objectifs. Ce ministère vient de le rappeler tout de suite en haut. Mais le déclic pour le déclin des soins en santé au Bénin a commencé à partir de la conférence des forces vives de la nation. Si ce que nous disons peut servir de connaissances complémentaires qui nous écoutent et qui sont du secteur de santé, à savoir que la conférence des forces vives de la nation a une très résolution, mais cette conférence a entaché deux grands ministères, à savoir le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Au ministère de l'Éducation, on a dit tout cadre peut enseigner. Et pendant 2 ans à 3 ans d'expérience, les enseignants ont compris. Puisqu'on est dans le domaine de la santé, Monsieur Roussa, je voudrais bien qu'on s'appesantisse sur le ministère de la Santé. Dites-nous rapidement ce qui a faussé depuis la base. D'accord. Merci. D'accord. Ce qui a faussé depuis la base, oui, c'est que dans la logique de tout le monde peut faire tout, on a fait une inversion dans le système de la santé et ceux qui n'ont pas été formés pour soigner sont mis dans le système de soins. Et ceux qui sont formés pour gérer les ressources du secteur santé sont envoyés dans les rues. Je m'explique simplement pour dire ceci. Lorsque on ne met pas le faux à la place qu'il faut, ça ne peut pas marcher. Et comme je vous le disais, dans ce méli-mélo et dans cet échange de choses, lorsque les fonds sont envoyés à des cadres
qui n'ont pas appris à gérer les fonds du secteur santé, qui ont appris à soigner les malades, et que les malades existent toujours. Les fonds n'existent pas toujours. Il y a cette inversion qui crée un déclic défavorable. Alors, je précise que... Oui. Oui. Je précise que même si on met le budget de l'État, tout le budget de l'État dans le système de santé actuellement, ça ne peut pas suffire pour régler les problèmes de santé qui se posent. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Bagidi, que même si on investit tout ce qu'on a dans le système sanitaire béninois, les choses ne peuvent pas s'améliorer? Non, je crois qu'il faut bien sûr ce que monsieur Roussard, que j'avais oublié de saluer au départ. Vous savez, c'est un aîné que je respecte beaucoup et qui a fait ses preuves dans le système lorsqu'il était très actif et qui continue de l'être d'abord de par sa position. Ce qu'il voulait dire, quand même, il faut bien l'analyser. Okay. Quand il s'agit de soins, santé, on dit ça n'a pas de prix. Et vous voyez les défis. Aujourd'hui, les pathologies émergentes. Et vous voyez l'approche en termes de riposte que nous avons face à certaines pandémies. On est encore bien loin. Nous avons encore des maladies endémiques qu'on n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui. Je prends simplement le paludisme. Vous savez que les dégâts causés par le paludisme aujourd'hui sont énormes. De manière à ce que quand vous prenez le budget de chaque ménage, vous aurez constaté que c'est une infime partie. Sinon, à la limite, c'est rare de trouver une famille qui arrive à dégager un budget de santé. C'est vous dire que malgré l'effort qui a été fait, il y a encore à prendre assez de décisions. Il y a encore à revoir le système organisationnel. Sinon, on va mettre l'argent qui ne va pas échouer là où ça devrait pouvoir échouer. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Mais nous avons aujourd'hui l'assurance maladie. Qu'en dites-vous? Est-ce que ce n'est pas un pas de géant déjà? Je crois que l'assurance maladie est une grosse opportunité. Moi, au-delà de ce que ça viendra régler dans une large mesure le problème dont il est question, ce serait une justice qui serait rendue aux couches vulnérables. L'assurance maladie va accompagner le système sanitaire parce que dans son implémentation, dans son application, ça permettra à tout individu d'avoir le réflexe d'aller à l'hôpital quand il y a le moins de soucis pour éviter les complications. Puisque le plus lourd à gérer, c'est les complications en termes de maladie. Donc, si on pouvait vraiment implémenter l'assurance maladie avec tout ce que ça devrait comporter, c'est aussi ça, puisque ne perdons pas de vue que l'assurance maladie ne veut pas prendre en charge tout. Mais ça va réduire de manière considérable, effectivement, la situation. On est en phase d'expérimentation. On a suivi la fois dernière, les ministres sont en train de lancer l'extension dans tous les départements. Nous espérons que ça pourra aider à réduire les cas. Mais attention, vous savez que les populations pendant longtemps ont été à un moment donné réticences par rapport à la fréquentation des services de santé publique. Oui. Pour des raisons que vous connaissez. L'insuffisance, la mauvaise qualité, le mauvais accueil, le plateau technique qui n'est pas à la hauteur. Et si on ne règle pas ces problèmes et on demande aux populations d'aller dans ces centres de santé, et ils vont faire face encore à ces mêmes rhétoriques, l'assurance maladie va recevoir des plombs dans l'aile. Donc c'est pourquoi je dis c'est une grosse opportunité. Maintenant, est-ce que tout est fait, tout est mis en place pour que ce soit vraiment une opportunité, comme je l'ai dit. Et c'est cette crainte, probablement, que
M. Roussa est en train d'exprimer à travers son développement. Et justement, à M. Roussa, ma question est parce que le gouvernement a fait savoir que s'il y a des ajustements à faire, de l'en informer. Est-ce que nous n'allons pas profiter de cette émission, qui est une bonne tribune, pour faire savoir au gouvernement à quel niveau on peut encore faire des choses bien mieux pour l'assurance maladie? Monsieur Roussa. Oui, c'est de ça que je parle et curieusement, vous voulez me conduire à l'actualité, mais moi j'ai préféré vous donner les origines et les causes profondes de ce que nous vivons. Vous avez bien raison. Mais comme vous tenez à ce que je reste à la surface, comme vous voulez que je reste à la surface parce que nous avons abondamment bavardé sur Radio Topa par rapport à la surface, mais aujourd'hui nous avons atteint non seulement la connaissance, mais nous avons atteint un niveau de compréhension tel qu'il faut aller à l'origine de ce qui fait le mal de notre système sanitaire. Allez-y donc rapidement, M. Roussa, dites-nous. Je répète que je suis prêt pour en discuter avec quiconque n'est pas de même avis que moi, et je répète que tout le budget de l'État, même si on met dans le système sanitaire aujourd'hui, ça ne pourra pas suffire pour régler les problèmes de santé parce qu'on n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc le problème du système sanitaire au Bénin, c'est les hommes. Le problème du système sanitaire, c'est les hommes, mais lorsqu'on met X à la place de Y et que Y ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne peut pas inventer la roue. Au-delà de ce problème, quelle autre cause allez-vous nous ressortir, M. Roussa? Madame, écoutez-moi, je remercie le président de la République d'avoir envoyé quelques médecins à la formation des hôpitaux pour faire la différence par rapport à celui qui ne connaît pas la gestion et qu'on envoie gérer. Je vous, en tant qu'universitaire, et la formation dans le sens de la rationalisation des ressources du secteur. Parce qu'il y a assez d'argent qui sont dépensés, mais les résultats n'existent pas. J'ai la réforme sur mon plateau ici et je sais ce que l'État investit pour pouvoir refaire le système sanitaire. Mais je dis, ne rêvons pas, si on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on passera tout le temps à regretter, tout le temps à se plaindre, parce que celui qu'on a formé au Bénin n'est pas de même nature et de même qualité que celui qu'on a formé en France. L'agent de santé de même niveau au Bénin qu'en France ne reçoivent pas les mêmes types de formation. Et il n'est pas normal qu'un système de soins, un système de santé, alors que la médecine moderne doit être la même en Europe qu'en Afrique ou au Bénin, je ne parle pas d'équipement, mais en France ou en Europe, l'agent de santé sait ses obligations, ses droits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ici, en Afrique et au Bénin, on ne forme pas les agents de santé par rapport aux droits que le malade a et par rapport aux droits que lui-même il a. Nous ne pouvons pas copier sans respecter le fond. Le fond ici, c'est qu'il faut amener les agents de santé à une formation sur le droit à la santé, sur le droit du malade, sur le droit du soignant. Et quand ils... Oui. Allez-y, allez-y. Bon, donc, en fin de compte, vous voulez que je reste dans l'actualité, mais l'actualité pour moi, ce n'est pas apprécier que le feu brûle, mais c'est de dire, quand le feu brûle, qu'est-ce qu'on peut faire pour éteindre le feu, ou bien comment on peut faire Justement, pour c'était ma question. Je vous ai posé la question de savoir quels ajustements il faudra faire pour l'assurance maladie aujourd'hui pour que on en soit beaucoup plus satisfait au Bénin. Vous savez, je félicite beaucoup le ministère de la Famille qui pilote ce dossier. J'ai été un acteur du RAMU. J'ai vu comment le RAMU s'est éteint et beaucoup d'autres projets s'éteignent
parce qu'on ne met pas suffisamment de gants. Et nous pouvons rappeler que le cours de déontologie n'est pas suffisant, mais il faut enseigner le droit à la santé dans les écoles pour que depuis l'aide-soignant jusqu'au professeur agrégé de médecine, ils comprennent que le système ne se fait pas un peu comme mécaniquement. On ne peut pas nous apprendre seulement à injecter, à ausculter le cœur et à faire les soins, mais il faut savoir qu'il y a une base. Et on ne doit pas mettre n'importe qui pour gérer n'importe quoi. Merci, Lorsque, M. Roussa. je précise, Ok, merci, les M. messages Roussa. sont Merci, envoyés, M. Roussa. lorsque les messages sont envoyés, Nous revenons sur ce plateau, et cette fois-ci pour poser la question à M. Ernest Gbagidi. Quand vous en parlez, on a l'impression que les praticiens de la santé ne sont pas très outillés sur le droit de la santé. Mais on sait que beaucoup d'efforts se font également. Mais M. Gbagidi, de plus en plus, il y a des erreurs médicales. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il existe un mécanisme pour évaluer et pourquoi pas justifier, bien sûr, la mort de nos populations? Et selon vous, est-ce qu'il y a des solutions à proposer? Je voudrais parler spécifiquement d'une discipline ou bien des usagers des formations sanitaires spécifiques et qui font objet de ce que vous avez dit. Et il y a un mécanisme qui a été mis en place pour auditer ce qui s'est passé, pas nécessairement pour punir, mais afin d'apporter des corrections. Vous savez qu'on dit souvent que le taux de décès maternel et néonatal est très élevé. Oui. Et ça continue de grimper. Et on ne pourrait pas comparer ce cas de décès-là à ce que nous avons connu par rapport à la Covid-19 ou bien à la SARS, par exemple. C'est bien loin. Même plus que le paludisme. Ça ne fait pas attention. Et il y a un mécanisme qui permet de faire systématiquement, après le décès d'une femme, à l'hôpital, une femme qui est allée donner naissance à quelqu'un qui pourrait être président de la République demain, mais qui malheureusement n'a pas pu survivre, on devrait pouvoir auditer. Et quand on fait l'audit, on identifie les niveaux de dysfonctionnement afin d'apporter des corrections. Mais il est arrivé, nous, de notre petite position, nous avons participé pendant longtemps à cette activité au niveau central. Je veux parler d'une commission nationale qui doit coordonner cet audit-là. Mais le constat que nous avons fait qui est vraiment triste, à côté des chiffres dont je viens de vous parler, qui sont très alarmants, que certains hôpitaux, certains médecins se refusent de conduire cet audit-là. Pourquoi? Ah oui. Ce que j'ai entendu même de très grave dans une activité, parce que les audits ne sont pas motivés. Ah, motivés. J'étais scandalisé. Les autorités sont informées? Mais elles devraient être en train de m'écouter. Et qu'on nous donne le rapport de ces audits aujourd'hui, qu'on nous les sorte. Le mécanisme ne fonctionne plus. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois qu'on vient à une journée des femmes ou je n'en sais rien, on revient sur ces données, les chiffres sont toujours à un niveau très élevé. Oui. Alors, donc ça pose le problème que vous posez. Erreur médicale par ici. Non, il y en a. Mais la loi qui vient d'être votée en 2021, effectivement, qui a prévu des articles en son sein, elle n'est pas encore suffisamment éprouvée. Ce que M. Roussa voudrait dire, par contre, et je suis d'accord avec lui, tel qu'on forme les professeurs de la santé, ou bien les médecins, on pense qu'ils sont au-dessus de tout, c'est des demi-dieux, alors que cette loi-là, à travers cette disposition-là, doit être enseignée, et le médecin doit connaître son rôle. Est-ce que vous savez qu'il arrive que des gens soient admis à l'hôpital? On leur fait des soins, on leur fait des prélèvements pour faire des explorations biologiques, sans qu'ils en soient informés. Ils ne savent, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. On leur fait des soins, ils ne savent pas. On demande aux parents d'aller acheter, mais on ne leur dit pas de quoi le patient souffre. On n'échange pas avec le patient. Et quand ça se passe comme ça, effectivement, quand le malade va décéder, comment vous pouvez vous plaindre si en amont, vous ne savez pas de quoi votre parent souffre? Il y a tout seulement un seul coupable. Et avec les réformes aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des améliorations? Non, je crois que
il y a des améliorations, mais ce n'est pas encore ça. Vous avez parlé de l'autorité de régulation de la santé. Oui. En toute honnêteté, nous, on n'a pas aimé la composition de cette équipe. Vous qui, Vous, acteurs de la les Nous, acteurs acteurs de la société civile. Ah, de la société Mais qui civile. serait là pour apporter la contradiction? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Il manque qui? Mais il n'y a aucun acteur de la la société civile société dedans. civile. Monsieur Roussa a fait beaucoup ce combat-là dans la défense des droits des patients. Je l'ai suivi, je fais cet exercice-là depuis. Nous sommes des professionnels de la santé. Mais si vous mettez ensemble les mêmes bourreaux dans une équipe, vous voulez régler quel problème? Lorsque la première équipe a été montée, on a dénoncé. Ils ont changé. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'amélioration. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des agences. Allez Oui. voir la composition de ces agences. Moi, jusque-là, je ne sais pas exactement. Ce qui se fait. Je ne sens pas l'impact que Est-ce- cela... Est-ce qu'il y a une démarche de vous envers les autorités en question? La politique, on va dire. Pour porter votre plaidoyer. Vous savez, Parce que c'est bien facile de... non, il y a des choses qu'on le... même si on le dit, on dit, mais non, écoutez, vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas tracé. Moi, quand je ne trace pas quelque chose, et je l'aborde dans une réunion, dans des échanges, je ne peux pas dire, parce que quand on va me demander, je ne peux pas sortir les preuves. Oui. Mais vous savez, ils nous connaissent. Qui ne connaît pas M. Moussa? L'associé a des réflexions. Parce que ici, je vous entends très, vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut apporter en termes d'amélioration? Oui. Ça devrait être fait déjà à ce niveau-là. Avant que, s'il y a des faiblesses, on pourrait apporter. Donc moi, je crois que l'initiative, elle n'est pas mal. Mais la crainte que M. Roussa relève chaque fois, c'est que les organes, les structures qui sont mises en place, on se rend compte quand même qu'il y a des gens, on se demande ce qu'ils pourraient apporter en termes de réflexion, en termes de solution, en termes de contribution. C'est là où il est un peu sceptique et dit, les ressources, ceux qui doivent agir à des mois donnés, on ne les retrouve pas à ce moment-là. Qu'est-ce que vous proposez d'autre à part sortir Moi, ces il a analyses-là? salué quelque chose tout à l'heure, qu'on a amené des médecins pour aller faire la formation. Des choses. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Pourquoi? Pendant que nous n'avons pas de radiologues, pendant que nous n'avons pas assez de neurologues, pendant qu'on n'a pas assez de chirurgiens, pendant qu'on n'a pas assez de dermatologues, si on envoie des médecins aller faire la gestion des hôpitaux, ça me pose un problème. Je suis d'accord avec Il faut former les techniciens. Mais vous formez les techniciens et tout le monde sait qu'à l'intérieur, quand vous quittez Cotonou, vous dépassez à la date, vous n'avez plus assez de médecins de spécialité. C'est le généraliste qui fait tout, à la limite. Parce que tout le monde veut rester à Cotonou. On a des moyens, on veut aller former des spécialistes et c'est pour la gestion. Qu'est-ce que le métier a à voir dans la gestion? Mais c'est déjà un pas. Vous ne pouvez pas... Non, je suis désolé. On ne peut pas faire 7 ans de médecine. Et plutôt que d'aller faire des spécialités et de revenir apporter des soins aux populations, on rentre dans un système de Mais gestion. puisque les spécialités et autres, ça ne paye pas, et que nos médecins vivent carrément en deçà du train de vie auquel normalement ils devraient prétendre, est-ce que finalement cet exode de nos compétences et tout, ce n'est pas à raison, M. Guagidi? Ça, votre question, elle est vraiment pertinente. Vous savez, il y a 2 métiers. On n'y va pas pour aller chercher de l'argent. Il y a l'enseignement, il y a la santé. Et les acteurs le savent? On y va par vocation. Ce n'est pas le parent qui va dire mon enfant serait médecin, mon enfant serait enseignant. Non, La base est le fixée. biais est là. Aujourd'hui, vous avez connu, on a connu au moment où, dans les écoles, on paye pour l'enfant, on dit mais tu iras faire l'infirmerie, tu iras sage-femme, tu seras médecin, et on met l'argent. Celui-là qui n'est pas préparé à ça, il va devenir quoi? Dites-nous. Donc, quand lui finit, il se rend compte que le salaire qu'on paye à un médecin, il est bien loin du salaire qu'on paye dans une autre catégorie. Il a tendance à dévier. Donc, si l'État même contribue à ça, puisque si je suis d'accord, si je veux épouser ce que Mme Pis vient de dire, ça veut dire que c'est l'argent qui les a amenés dans cette direction. Mais qui a octroyé les bourses? Ça veut dire que l'État aussi favorise. Oui, mais on a eu à entendre, dans un passé pas très longtemps, beaucoup de jeunes qui ont demandé à ce qu'on les encourage à aller faire la spécialisation à l'extérieur et puis après, plus rien. C'est ce que je vous ai dit. Mais ils ont trouvé les moyens pour les envoyer pour faire la gestion des hôpitaux. Pendant qu'il y a une école qui forme. Monsieur Oussa, donc, qui parle là, mais il est formé pour gérer les hôpitaux. Est-ce qu'on lui a donné l'occasion de faire ses preuves? Vous trouvez donc que l'État oriente mal ses besoins en fait? En tout cas, par rapport
à ce sujet-là, nous, on n'est pas d'accord. Je dis, j'ai besoin de spécialités. Vous allez dans les privés aujourd'hui, les rares qui existent. Mais les tarifs fixés aujourd'hui, quand vous allez chez les spécialistes, C'est pas très ne accessible. serait-ce que la consultation. C'est pas très accessible. Donc c'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer à référer les gens vers le CNHU. Il faut former assez de spécialistes. Les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux, tout cela doit être pourvu de spécialistes d'abord. Il y a des gens pour gérer. Ce n'est pas les gestionnaires qui manquent. Moi, je n'ai pas compris comment cette décision a été prise. C'est du gâchis, à la limite. Donc, moi, je pense. Et quand vous prenez le ministère, c'est rempli de médecins, pendant qu'on en a besoin sur le terrain. Nous, on avait pensé que parmi les réformes qui sont amorcées, on devrait pouvoir vraiment désengorger le ministère et amener les gens En fait, à sortir la pratique. les cadres des bureaux. Des bureaux, mais ça n'a pas été fait. Donc moi, je crois que l'Arche, une fois encore, risque d'avoir des problèmes si on n'a pas toutes les compétences dont on a besoin sur les sites de soins, dans les hôpitaux. Je veux parler des soins, des hôpitaux. Et le secteur privé qui donne un peu plus d'argent. Vous voyez sur quelle base on fixe les tarifs à ce niveau-là. Vous allez dans le public, on Il y a vous dit, il n'y a aucune pas assez de régulation. compétences. Si vous avez besoin d'un spécialiste, il est en privé. Privé. Mais combien de gens Les moyens. ont les moyens pour aller se faire soigner au niveau des privés? Alors que le service public est là pour accompagner tous les citoyens. C'est pourquoi elle dit l'accès aux soins de qualité et à coût abordable. Est-ce que nous sommes Mais dans ce cas de figure? le service public aussi aujourd'hui, lorsque dans les hors de Cotonou, lorsque comment dire, dans les petits hôpitaux, les gens sont référés vers les CHT, il n'y a même pas je veux dire, de médecins suffisamment disponibles pour soigner nos populations. Oui, le constat, il est là. Et en plus de ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de jeunes médecins qui quittent le pays. Mais oui. On finit, l'État met les moyens pour les former. Il Mais demande c'est d'aller pas une faire là. politique. Mais il faut développer cette politique-là pour les retenir. Alors, Monsieur Roussa, Monsieur Roussa, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute patiemment. Alors aujourd'hui, chez nous, l'hôpital est quasiment associé, ou sinon assimilé à un mouroir. Selon vous, quelle est l'efficacité des systèmes décentralisés, des systèmes de santé décentralisés? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer? Et madame, je vous remercie beaucoup. Je voudrais simplement apporter comme complément Oui. que j'ai passé plus de 20 ans en tant qu'agent de santé à défendre le droit des malades. Et si j'ai passé plus de 20 ans dans une ONG pour défendre le droit des malades, c'est que j'ai fait un choix. Normalement, les ressources de l'État ne doivent pas être gaspillées pour autre chose que soigner les malades. Les malades vont à l'hôpital, ils ne ressentent pas l'effort de l'État. Je vais vous poser un certain nombre de questions. En 1995, il y a quelque chose qu'on a appelé table ronde des cadres et partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Ça a eu lieu à l'hôtel Sheraton. Où sont les résolutions? Qu'est-ce qu'on a pu appliquer de cette table ronde-là? Les états généraux de la santé ont lieu dans ce pays. Ces états généraux ont englouti. Il y a beaucoup de hauts cadres de tout niveau, même des représentants de l'OMS et consorts, de l'UNICEF, étaient à cette réunion des états généraux de la santé. Et ça a accouché quoi? La conférence de la CIMSEF à Cotonou a accouché quoi? Bref, je ne vais pas vous fatiguer en restant dans un système qui ne vous plaît pas beaucoup, mais j'ai déjà posé le diagnostic, vous pouvez l'écrire quelque part. Monsieur Tant que vous n'avez pas approfondi le système et que vous allez faire de votre face, les problèmes des populations ne seront jamais résolus. Monsieur jamais résolus. Monsieur Et nous avons fait, oui.
Quand on vous entend, vous avez mené quand même ce combat pendant plus de 20 ans et vous continuez de le mener de toute façon. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que le système sanitaire public surtout ne continue pas d'être un mouroir pour les populations? Au-delà de ce qu'il faut former les personnes concernées aux droits de la santé, qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Parce que quand vous parlez sur ce plateau, vous nous faites peur à nous, populations, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir à avoir. Je ne veux pas peur. Mais j'ai le pressentiment que les gens ne veulent pas prendre conscience de la réalité. Ils font de volte-face ou badigeonnent la surface et laissent le côté profond de la chose. Mais lorsqu'on va dans un service de santé, on ne trouve pas un médecin compétent, on ne trouve pas un médecin. Mais toutes les structures sont unanimes pour dire que les médecins sont employés à des fonctions administratives. Ça, c'est difficile à comprendre ça. Lorsqu'un médecin qui a fait 14 ans de formation et qui a appris depuis quand tu es malade, de quoi tu souffres, quel médicament tu as pris, quel examen de laboratoire tu as demandé, et fait ses propres diagnostics et fait un traitement adéquat, et que les hôpitaux sont vidés au détriment des services de bureau et administration, vous ne trouvez pas que ça va, même pour un écolier? Est-ce que ce n'est pas, Monsieur Moussa, est-ce que ce n'est pas pour plus d'efficacité que nous avions tous assisté à la fusion-absorption du CNHU et de l'HIA? Est-ce que vous pensez que c'est un tant soit peu un début de solution à aux problèmes existants? C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que je suis en train de vous dire avec mes yeux. Nous ne sommes plus à un début. Nous sommes indépendants depuis 60 et le système a existé depuis avant 60. Et je dis, le système tel qu'il a évolué, même si on met n'importe quel effort, on ne peut pas réussir tant qu'on n'aurait pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est un système meilleur pour arriver à atteindre les résultats escomptés. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut là, un 20 mots, hein. C'est nécessaire. Et je vous le dis, vous pouvez aller l'écrire quelque part, les résolutions issues du Conseil des ministres du 25 juillet 2018 parlant des réformes à observer au niveau de la santé. Si le président de la République n'était pas toujours dans le système, ça fait très longtemps qu'on aurait bafoué d'un revers de main. Je n'ai pas voulu vous fatiguer en citant près de 8 grandes réunions qui ont eu lieu et qui n'ont accouché que de nous sourire. Comment de grands cadres peuvent aller s'asseoir, faire une réunion, sortir un document et qu'on ne peut pas avoir une structure pour exploiter le contenu du document et voir la mise en œuvre et l'opérationnalisation de ce document. Je ne comprends pas. Nous avons un mal et nous ne cherchons pas à savoir les causes du mal et nous préférons travailler sur le mal, mais il n'y a pas de sans feu. Monsieur Gbagidi, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Ronsa qui dit carrément que c'est des politiques de surface qui sont mises en œuvre pour notre système sanitaire au Bénin? Bon, Monsieur Ronsa a raison dans une certaine mesure, mais nous n'allons pas perdre d'espoir. Ce sur quoi il insiste, c'est au niveau organisationnel. Oui. C'est au niveau organisationnel et on ne sera pas fatigué de le dire. Mais nous n'allons pas dire d'office que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer puisque il y a désormais des outils qu'on peut implémenter et qui pourraient aider à accompagner, à améliorer. Je veux parler des systèmes de management de la qualité. Parce que quand nous parlons de qualité de soins, de quoi parle-t-on? Dites-nous. Il faut apporter de la traçabilité dans les soins. Il faut avoir des procédures qui doivent être respectées par les uns et les autres. Il y a des manières de prendre le malade. Vous savez que, en termes, quand on parle du droit de malade, c'est qu'il y a une partie qui aide aussi le médecin. Oui. Si vous ne respectez pas le patient dans son intimité, vous rentrez, vous le rassurez pour avoir des informations. Sinon, vous allez passer à côté du diagnostic. Est-ce que nos médecins prennent le temps d'écouter les malades? Dites-nous. Mais vous n'avez jamais été malade? Oui, mais bon, quand nous on le dit, souvent, on n'est pas cru. Que les acteurs même en parlent. Non, on ne prend pas suffisamment de temps. Et on n'écoute pas le malade alors qu'il est libre. Il est libre même de choisir son soignant. Mais souvent, on n'a pas le choix. On lui explique ce qu'on veut lui faire. Il faut qu'il soit consentant. Puisqu'on parle de guérison, si vous ne le rassurez pas, si vous ne démystifiez, parfois,
on affole même le malade. Mais Oui, avec, la plupart du temps. en quel temps? Si déjà le médecin qui doit, enfin, le seul médecin disponible à l'hôpital pour soigner a dans son, enfin, sur son registre plus de 40 personnes qui attendent. Et qu'il est le seul. Donc finalement. Justement. C'est pourquoi je reviens à la norme. J'ai dit il faut apporter un système de traçabilité. Un médecin peut tenir devant combien de malades pour être efficace. Et si on avait fait ce point, on avait fait un choix, on n'aurait pas envoyé des médecins aller faire la gestion hospitalière lorsque on en a besoin au niveau technique. Donc je suis d'accord avec vous que les médecins sont, le peu qu'on a sur le marché est débordé. Et le peu là qui est débordé ne peut que donner ce qu'il peut. Est-ce que vous ne pensez pas que la fusion-absorption CNHU-HIA a quand même, sinon est quand même un début de solution? Est-ce que il se ressent des impacts dans l'accès aux soins de nos populations? Oui, quand nous faisons de la fixation sur l'absorption HIA-CNHU, c'est un peu comme celui qui est chez moi, Savalou, ne viendra pas se soigner à Cotonou. Ça a réglé le problème au niveau du littoral. Ceux qui sont dans les environs. Vous voyez un peu? Oui. Mais la question qui est posée aussi aujourd'hui va au-delà de Cotonou, Oui. va au-delà de Savalou. Ouais. Donc nous parlons de tout un système. Mais si vous me parlez vous parlez en termes de hôpital de référence, Oui. est-ce que ça permettra au CNHU de mieux s'organiser pour recevoir les cas référés et de les prendre en charge dans les conditions requises? Je pourrais vous dire que c'est une approche. Est-ce qu'à l'exercice déjà, vous avez de bons retours? Oh, Ou pas oui, vraiment? oui, il y a de bons retours, mais ce que moi j'ai noté, Oui. par contre, on a l'impression qu'il y a fusion-absorption, mais tout ce qui doit être déployé au niveau de la chia pour faire l'équilibre des plateaux n'est pas encore fait de mon point de vue. Ok, le plateau technique n'est pas suffisant. Le plateau n'est pas suffisant. Mais Donc, les politiques nous disent que le plateau technique a été fortement relevé chez nous, Renforcé. désormais. non, quand on me dit fortement relevé, non, il y a quand même des choses que nous ne faisions pas, qu'on a commencé par faire. C'est une Je parle de avancée. l'IRM, par exemple, aujourd'hui. Je crois qu'au niveau du scanner aussi, ça a été relevé. Et au niveau des services neurologiques, de la chirurgie, il y a des fois qui a été fait, mais pour contenir combien de malades? Avec Prenez des l'hôtellerie. résultats fiables. Prenez l'hôtellerie, par exemple. Et vous allez au CNH, il y a chaque fois des constructions en cours. Parce que le bâtiment, il est vieux. Il faut le reprendre. Et tout ça ne permet pas d'accueillir le nombre requis. Je sais qu'au niveau des urgences, un effort est fait aujourd'hui pour apporter un peu plus de fluidité, parce que là aussi, ce qu'on vivait n'était pas admissible. Donc, c'est un processus qui est engagé. Nous devons attendre un peu avant d'évaluer. À moins qu'on veuille faire une enquête de satisfaction au niveau des usagers pour recevoir leur vraie perception. Mais cette fusion a pour objectif de donner un peu plus d'espace de soins au CNHU, qui était à un moment donné exigu. Alors, vu sous cet angle, je suis d'accord. Mais il faut avoir un regard sur les deux espaces pour qu'il n'y ait pas de flottement. Monsieur Adrien Roussa, la prise en charge d'urgence au Bénin, alors malgré les efforts, sinon malgré la loi qu'il y a eu, ça reste chez nous une problématique. Pourquoi la société civile n'en fait pas un combat? Et qu'est-ce qui est prévu les jours à venir? Sinon, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on ait une prise en charge d'urgence réelle et effective? Parce que ce n'est pas le cas jusque-là. Oui, je vous comprends et j'aime la précision de votre question, c'est bien. Ce que je suis en train de dire, je le répète, tant qu'on n'aurait pas évolué dans le système du point de vue structurel, du point de vue organisationnel, et qu'on continuera toujours de prendre les mêmes choses et de recommencer, ça ne marchera pas. Je suis pessimiste, vous allez me dire, mais je sais de quoi je parle. Et je répète que il n'est pas facile de trouver un agent de santé
créer une ONG pour défendre le droit des malades. Et c'est ça que mes collègues me reprochent. C'est ça qui fait que ils continuent de se demander, mais ceux-là, mais c'est quoi? Il connaît tout et il va se mettre dans les rues pour en parler aux gens. Mais non, c'est parce que la vie est très chère. Et le droit à la santé ne doit pas être banalisé. Je vous ai dit que le système de formation en France, en Europe, n'est pas le même qu'au Bénin. Pourquoi on ne peut pas mettre dans un enseignement approprié une réforme pour voir ce qui se passe, d'où la médecine moderne a quitté pour venir à nous et tricher à défaut de faire la réforme. J'espère que les autorités vous entendent, M. Roussa. M. Gbagidi, s'il vous plaît, la prise en charge d'urgence au Bénin, elle reste une problématique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout une nécessité pour les populations. Oui. Alors qu'il y a la loi qui demande aujourd'hui que lorsque la personne vient dans un certain état, il faut la prendre en charge. Oui, non, je crois qu'on l'a dit, mais la faute n'est pas toujours aux formations sanitaires. Ça, il faut être honnête. Il y a un problème d'organisation, on est d'accord. Il y a un problème de ressources humaines, on est d'accord. Il n'y a que pour recevoir un malade qui vient dans un service d'urgence et lui donner les soins, les premiers soins, ne serait-ce que les premiers soins, avant de commencer par lui tendre des factures, il faut que l'État aide ces formations sanitaires-là à disposer des kits d'urgence. Nous n'avons pas de trousse d'urgence. On ne peut pas demander. Ah oui, on ne peut pas demander un résultat en termes de revenus, un bilan positif, une gestion autonome d'une structure sanitaire publique et leur demander de faire du social sans que l'État n'apporte sa contribution. C'est pourquoi je dis l'Arche, à travers la couverture maladie universelle, doit pouvoir régler ce problème. Et les kits doivent être disponibles et renouvelés chaque fois. Mais pourquoi vous n'en faites pas un combat, vous, de la société civile? Ben, on le fait. Je vais vous, en toute modestie, faites un tour aujourd'hui au niveau du service d'exigence du CNHU. C'est pas encore ça, mais il y a un début d'amélioration. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en expérimentation au niveau de la réanimation. La réanimation sans ordonnance. Au Bénin ici. Ça a commencé. Et vous allez, aujourd'hui, vous déposez votre patient en urgence à la réanimation. On ne vous fait plus des ordonnances. Et ça, c'est une avancée. Parfois, vous prescrivez un produit, vous allez acheter à coût élevé, on utilise une seule ampoule. Un autre médecin vient, il change. Alors qu'on vous a donné des bilans à faire. Vous avez déjà englouti tout ce que vous avez dans l'achat. Pour honorer les premières ordonnances, on vous dit que ce n'est plus d'actualité, on met de côté. Mais le système permet aujourd'hui d'aller par soin. Donc, il y a un minimum qui est disponible dans le service de réanimation et c'est sur cette base qu'on vous facture. Si on vous place un ringer, on vous place un glucosé, on vous fait une ampoule de tel produit, c'est ça qu'on vous facture. Et si on doit changer, le risque d'avoir des boîtes de médicaments sous les bras, le risque d'avoir ces produits peut-être détournés par le soignant, ce qu'on a toujours reproché, ce risque-là, il est maîtrisé. Le risque de ne pas réagir à temps et de perdre votre patient parce qu'on attend que vous fassiez des soins et vous n'avez pas fait à temps, le patient décède, ce risque, il est maîtrisé. Donc, c'est en expérimentation aujourd'hui, ça a démarré. Donc, si on ne met pas en place tous ces mécanismes, il serait difficile de régler le problème. Parce que, attention, le médecin a l'obligation de moyens. C'est ce qui a été dit. Alors, si on dit qu'il a l'obligation de moyens et il n'a pas les moyens pour agir en urgence sur le patient, qu'est-ce que vous pouvez lui poser? Alors, donc, l'État ayant pris cette loi, ayant voté cette loi par le truchement du Parlement, doit aussi jouer sa partition. Et en ce moment, lorsqu'il y aura un décès, on évalue, comme vous avez dit, on évalue pour voir celui qui est fautif et il doit en répondre. Et je suis très d'accord avec vous. Donc, vous voyez, la question, elle est très profonde. J'avais dit tantôt qu'on ne va pas en médecine ou dans l'enseignement pour avoir de l'argent. Non, quand je le dis, ce n'est pas que les gens de santé ou les médecins des philanthropes. D'une autre manière, c'est qu'il faut trancher cette affaire-là et revoir les conditions de ces acteurs-là. Au niveau de l'enseignement, ça a été fait, un effort a été fait, mais au niveau de la santé, rien n'a été fait pratiquement.
Et c'est ça qui amène les gens à vouloir aller chercher le complément ailleurs. Alors ça, c'est une décision aussi du gouvernement. Donc, si le droit du patient doit être respecté, tous les acteurs, chacun à son niveau, doit pouvoir jouer sa partition. Monsieur Adrien Roussa, nous allons parler maintenant de la lutte contre les faux médicaments. Parce que ceux qui parlent d'accès aux soins parlent également d'accès aux médicaments. Que devient cette lutte? Merci à tous ces internautes qui nous suivent, plus de 1200 actuellement. Merci infiniment. Cette lutte demeure et est permanente dans la mesure où ceux qui sont les vendeurs ont été traqués et on continue toujours de nous en parler dans les médias et nous suivons. Donc les acteurs n'ont pas baissé les bras. S'il n'y a pas de vendeur, il ne peut pas avoir d'acheteur. Voilà les mesures courageuses qui méritent d'être prises dans le système sanitaire pour que ça marche mieux. Et nous ne le disons pas en fixant un personnage de quelque nature que ce soit, c'est du système que nous parlons. Et ce système a besoin d'être revu. Et je précise, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas mettre un jardinier pour remplacer un paysan. Monsieur Adrien Les deux Roussa. labourent la terre. Monsieur Adrien Roussa, Je vous écoute, madame. est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les produits pharmaceutiques ne sont pas très accessibles financièrement qu'on assiste toujours à ces dégâts-là de vente de médicaments illicites? L'accessibilité, ce n'est pas ça. C'est le coût. C'est le coût qui est Oui, le la client pour les cherté. gens. Les gens n'ont pas assez d'argent. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que le gouvernement ou Quand le l'État médicament devrait coûte pouvoir faire cher, dans ce sens? l'État fait le maximum. Ce sont les acteurs qui n'accompagnent pas le gouvernement. Toujours les Je ne suis acteurs, pas toujours les politicien, hommes. je suis apolitique. Je suis apolitique, je ne suis pas politicien, mais je précise que ce sont les acteurs qui ne font pas assez parce qu'on n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Lorsque le Baridi, prescripteur est en même temps le vendeur, lorsque le prescripteur est en même temps le vendeur, il y a problème. quelle stratégie Lorsque il le prescripteur faudra... est en même temps le vendeur, Monsieur Roussa? Monsieur Roussa, je vous écoute. oui, on n'avait pas bien entendu Je parle. la chute de votre phrase. J'ai dit que je ne retourne pas en arrière par rapport à mon opinion. Ok. Vous attachez et attarder sur les aspects théoriques, les aspects de vécu quotidien des malades. Mais moi, j'agis sur le système en profondeur. Et vous avez raison. quand un Alors, mal Monsieur n'est pas- Baguidi, ma question pour vous, c'est quelle stratégie faudra-t-il aujourd'hui mettre en place pour une politique d'amélioration et d'accessibilité géographique du médicament? Non, et il faut quand même avouer que la réforme dans le secteur a commencé par Pas porter ses fruits. pas forcer la preuve. On ne parle plus d'Adjegoula aujourd'hui. Ça, c'est vu de tous. Mais on Maintenant, continue de parler comme de je faux vous ai médicaments. dit, c'est un secteur où les acteurs sont têtus. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les médicaments. Ça, il faut l'avouer. Donc, ceux-là qu'on a chassés du marché, on ne les a pas tracés pour savoir là où ils se sont retrouvés plus tard. Donc, Il n'y a pas eu un suivi. il y a des gens qui seraient cachés, sûrement, qui continuent de le faire. Mais là où le mal il est moindre, certains points de distribution de ces produits ont été maîtrisés. Je veux parler de certains cabinets qui étaient vraiment des lieux de distribution. On vend les médicaments en même temps, on soigne le patient. Les cabinets légaux. Quand tout ça a été fermé, ça a réduit l'activité. Deuxième chose, aujourd'hui au moins quand même il y a assez d'officines. Les acteurs ont beaucoup plus d'agréments aujourd'hui. Mais les médicaments d'autorisation sont pour chers, s'installer. Monsieur Baguidi. Les médicaments sont chers. Maintenant, c'est là où l'État doit jouer. Vous savez, les seuls médicaments qui sont accessibles, c'est les génériques. Et à ce niveau, on doit travailler avec ces pharmaciens-là. Et pourtant, on a beaucoup de laboratoires au Bénin. Oui, mais pas sur les laboratoires pharmaceutiques. En fait, c'est pas les génériques en eux-mêmes qui coûtent cher. La politique aujourd'hui, et ça me retourne encore vers ces métiers-là.
Vous savez, les délégués médicaux aujourd'hui, Oui. dans la présentation de leurs molécules, il arrive qu'ils restent en complicité avec des médecins pour que leurs produits sortent. Oui. Donc il arrive qu'une molécule qui doit coûter parfois 500 soit disponible, mais on vous prescrit celui qui a 2500 Ben oui. parce qu'on vient dire ce délégué l'a fait Bien sortir sûr, bien sûr. le produit. Oui, oui. J'ai combattu dans un hôpital où, dans leur service, on ne prescrit pas 2 molécules si ce n'est pas celle de ce laboratoire-là. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Donc, l'État, à travers l'agence de réglementation du secteur pharmaceutique, doit pouvoir agir à ce niveau et descendre pour vérifier comment ça se passe. Donc, on oblige les malades À payer cher. à payer cher. Mais si vous êtes malade, vous n'allez pas vous prescrire vous-même les médicaments. Donc, vous avez toujours des molécules accessibles à côté, mais on vous tire vers l'autre. Oui. Donc, la politique des médicaments génériques doit être relancée, et ne serait-ce que dans les formations publiques, puisque là où vous trouvez plus de génériques, c'est dans les formations publiques. Et maintenant, c'est encore limité. Tous les centres ne vendent plus. Donc moi, je crois qu'avec les acteurs je peux parler des pharmaciens à travers l'ordre, L'ordre des pharmaciens. l'État doit pouvoir revoir à travers ce régulateur-là et leur donner les orientations nécessaires par rapport à ça. Sinon, comme vous l'avez dit, l'accessibilité financière va pousser les malades à continuer de développer des résistances, des complications, parce qu'ils n'auraient pas les moyens pour honorer effectivement leurs ordonnances. Alors, plus que 4 minutes pour quitter ce plateau. Monsieur Ronsa, nous allons vous entendre pour votre peut-être plaidoyer, encore à nouveau, votre mot de fin. Merci beaucoup, mesdames. Merci, monsieur Gbagidi, d'avoir co-animé le présent entretien avec moi. Nous voici retrouvés dans une autre structure d'écoute. Mais je conclus en disant, quand on n'aura pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous pouvez l'écrire quelque part, l'État peut investir tout son budget dans le système de santé, ça ne va rien résoudre. Parce que l'argent met dans le système ne va pas vers le malade. L'argent que l'État met dans le système ne va pas vers le malade. On continue de faire des soins très coûtants à des malades qui ne bénéficient même pas d'une seringue gratuitement pour la plupart des cas. Donc le reste n'est que du bavardage pour calmer certains esprits. Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et un peu plus de contrôle dans le système des choses. Et lorsque des sommités vont s'asseoir pour réfléchir, telles que les différentes conférences dont j'ai parlé ci-dessus, et qu'on jette dans la poubelle, c'est un effort perdu. C'est un effort perdu. Il n'est pas normal que des gens passent des heures à faire des réflexions et qu'on ne puisse pas en prendre compte parce qu'on n'a pas participé peut-être ou on a des raisons de boycotter. Je vous remercie beaucoup pour l'occasion qui m'a été donnée, quand bien même mes idées n'ont pas été facilement acceptées, parce que j'ai préféré qu'on traite les causes. Monsieur Gbagidi. Non, vous êtes dans la logique de traiter la cause et non l'effet et non la cause. Il faut traiter parfois, vous attardez sur les effets, mais c'est la cause même que vous cherchez à savoir. Vous avez bien raison, monsieur Ronsa. Alors, monsieur Ernest Gbagidi, au regard de tout ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos populations, pour que les patients aient un accès beaucoup plus facile aux soins de santé? Non, je crois qu'il faut que tous les acteurs s'asseyent et chacun joue sa partition. On a tout dit, on n'a pas parlé des élus locaux. Vous savez que au regard des tests de la décentralisation, les maires doivent avoir un regard sur l'animation des formations sanitaires qui sont sur leur territoire. Oui. Est-ce qu'ils le font? Voilà l'un des acteurs qui sont les garants des populations, mais ils ne le font pas. Nous souhaiterons que ceux-là jouent aussi leur partition. Nous souhaiterons vivement que l'Arche, à travers la couverture maladie universelle, puisse rentrer dans sa phase effective.
Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire? Vous ne pensez pas? Tout est bon? Et c'est là où je pourrais demander, puisque la phase pilote, on ne nous a pas présenté le rapport. C'est la phase pilote qui devrait générer les écarts. Et on doit apporter d'amélioration. Je n'ai pas vu le rapport. C'est pourquoi je souhaiterais quand même qu'on démarre. Et progressivement, s'il y a des dysfonctionnements, on pourra améliorer. Puisque la seule alternative aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, c'est la mise en place de la couverture maladie universelle. Cela pourra amener à apporter les autres corrections. Puisque c'est des ressources que certains citoyens vont cotiser, ils doivent développer leurs exigences. À partir de ce moment, ce n'est plus de l'argent. On a volé mon argent, on a volé le médicament, tout ça là pourra disparaître. Je veux quand même je vais insister sur la mise aux normes des infrastructures et la mise à disposition du personnel qualifié. Si on fait tout ça, le reste pourra effectivement suivre et puis les populations auront accès aux soins de qualité et à coût abordable comme il a été décliné dans les orientations au niveau stratégique. Politique sanitaire au Bénin, au-delà des réformes, quid de l'accès aux soins de santé par les populations? Ernest Gbagidi, M. Adrien Ronsa, c'était nos invités. Léa Senaglago. Merci donc à nos invités, à nos internautes. C'est une nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Reporter Bénémonde. On vous remercie et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir un autre vendredi. Merci. Bonne soirée.